Allez, c'est parti pour ce décryptage. On va plonger au cœur d'un sujet fascinant, mais parfois tabou, la vraie réalité de la richesse et des inégalités en France. L'idée, c'est de laisser le jargon de côté, d'oublier les idées reçues et de regarder ce que les chiffres nous disent vraiment. Alors, pour bien comprendre comment tout ça s'articule, on va procéder par étapes. On va d'abord regarder la réalité statistique, puis la carte de la richesse, ensuite on parlera du décalage entre la richesse objective et le ressenti, avant de faire un zoom sur l'élite ultra-riche, et on terminera sur ce grand débat autour de la solidarité. Première partie, la réalité statistique. Commençons par regarder la situation dans son ensemble. Quand on parle des riches en France, concrètement, on parle de qui? Eh bien, la donnée cruciale ici, c'est que 4,7 millions de personnes, soit très exactement 7,4% de la population française, cochent la case statistique de la richesse. Et ce qui est dingue, c'est que c'est une partie de la population dont le patrimoine global s'est encore plus concentré au fil de la dernière décennie. La part du gâteau diminue donc pour tout le reste de la population. Pour que ce soit plus clair, regardons les seuils de revenus mensuels après impôt. Pour une personne seule, la bascule se fait à 3 860 € net. Pour un couple sans enfant, on passe à 5 800 €. Et pour une famille avec 2 ados, la ligne de démarcation de la richesse se situe à 9 650 € par mois. C'est notre point de départ. Deuxième partie, la carte de la richesse. Maintenant qu'on a ces chiffres globaux en tête, la question c'est de savoir où vivent ces personnes. Parce que oui, la richesse en France est extrêmement concentrée géographiquement. C'est là que le contraste devient complètement fou. Alors qu'au niveau national, il faut environ 3 900 € pour faire partie des 10% les plus aisés, eh bien, dans le très chic 7e arrondissement de Paris, ce chiffre explose littéralement. Il faut gagner un revenu colossal de 12 400 € par mois juste pour espérer entrer dans ce même top 10% local. Mais attention, l'argent ne s'arrête pas au périphérique parisien. Il y a des enclaves ultra-aisées en région qui explosent aussi les compteurs. Regardez ces chiffres hallucinants. À Véhérir-du-Lac, à Divonne-les-Bains, au Vésinet ou à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, le seuil de richesse locale pulvérise complètement la moyenne nationale. On est dans un autre monde. Cela dit, voici une info assez surprenante qui tord le cou au cliché. Être riche ne rime pas toujours avec immense château. En fait, pas moins de 11% des Parisiens considérés comme riches vivent dans des espaces minuscules, des appartements très exigus de moins de 33 mètres carrés en plein cœur de la capitale. Comme quoi, les apparences sont trompeuses. Troisième point, la richesse objective face au ressenti. Ça nous amène vraiment au cœur de notre analyse. Il y a un gouffre, un décalage immense entre la richesse purement statistique et la façon dont les gens perçoivent leur propre situation au quotidien. Une enquête récente nous apprend d'ailleurs que 60% des Français considèrent qu'on n'est pas vraiment riche en dessous de 5 000 € par mois. C'est énorme. Et ça montre bien la profonde méfiance envers les chiffres officiels. Il y a une tension permanente entre le pouvoir d'achat théorique et la dure réalité du coût de la vie. Il y a cette citation fantastique du directeur de l'Observatoire des inégalités qui résume parfaitement cette dynamique psychologique. En gros, beaucoup de gens sont convaincus d'appartenir à la modeste classe moyenne, tout simplement parce qu'ils passent leur temps à regarder le compte en banque du voisin ou du collègue qui a encore plus. C'est exactement ce que les sociologues appellent la frustration relative. Ce concept explique pourquoi des gens tout à fait aisés, statistiquement parlant, vont se plaindre du coût de la vie et rejeter complètement l'étiquette de riche. À force d'avoir les yeux rivés sur l'échelon social supérieur, leur propre confort devient totalement invisible à leurs propres yeux. C'est fascinant, non? Quatrième partie, l'élite ultra-riche. On descend encore plus loin dans notre entonnoir. On laisse les 7,4% derrière nous pour s'intéresser à un club beaucoup plus fermé, les fameux 0,1%. On parle ici de 75 000 personnes qui gagnent plus de 463 000 € par an. C'est une toute autre dimension. Leurs revenus proviennent de dividendes, de bénéfices d'entreprises ou de salaires mirobolants pour des PDG, des médecins stars ou des athlètes. Et géographiquement, on est souvent sur des lieux très exclusifs, complètement à l'abri des regards, de grandes propriétés privées à Monaco, en Suisse ou même carrément des châteaux de la Loire. Et là, la fracture s'illustre de manière brutale. Sur les 20 dernières années, les revenus de cette élite ultra-riche ont fait un bond monumental de 119%. C'est presque 3 fois plus rapide que la croissance des autres ménages qui, elles, plafonnent à 46%. La vitesse à laquelle ces personnes s'enrichissent est tout simplement vertigineuse. D'ailleurs, la stratégie financière à ce niveau n'a plus rien à voir avec celle de monsieur et madame tout-le-monde. Alors que la majorité de la population mise sur l'achat d'une maison ou d'un appartement, les ultra-riches, eux, ont placé 79% de leur fortune dans des actifs financiers dynamiques et des parts d'entreprise. C'est un véritable effet de levier pour faire exploser leur patrimoine.
Mais d'où vient tout cet argent? C'est là que l'économiste Thomas Piketty met le doigt sur un truc fondamental. 2 tiers de ces immenses fortunes sont en fait héritées. Seulement 1 tiers vient du travail. C'est donc la transmission familiale qui domine de très loin le sommet de la pyramide. Mais attention, tout n'est pas si rose. Malgré des privilèges hors normes et les 1,228 milliards d'euros cumulés par les 500 plus grandes fortunes françaises, il y a un envers du décor assez sombre. Énormément d'ultra-riches avouent ressentir une solitude profonde, une vraie exclusion sociale. Leur mode de vie extravagant, mêlé à une méfiance constante sur les intentions des gens autour d'eux, crée des barrières invisibles mais hyper solides. 5e et dernière partie, le débat sur la solidarité. Prenons un peu de hauteur maintenant. Face à ces données chiffrées sans appel, on comprend mieux pourquoi le sujet crispe autant la société et alimente des débats politiques enflammés. Cette concentration ahurissante des richesses donne directement naissance à des propositions chocs, comme la fameuse taxe Zuckman. L'idée, imposer un taux minimum de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Mais c'est un véritable casse-tête. D'un côté, on réclame une vraie urgence de justice sociale, de l'autre, on a la peur de tuer la sacro-sainte compétitivité économique du pays. L'équilibre est hyper délicat. Et en parlant de peur, on entend tout le temps l'argument de l'exil fiscal, la crainte de voir les riches faire leurs valises. Sauf que les données froides détruisent totalement ce mythe. En réalité, moins de 0,25% des riches quittent vraiment le pays pour payer mon impôt. C'est littéralement une goutte d'eau. Au terme de ce décryptage, avec tous ces éléments sur la table, il reste une question centrale, presque existentielle pour notre pacte social. Avec une telle accumulation de richesses au sommet, qui doit réellement porter le poids de la solidarité nationale demain? C'est une question vertigineuse et pour sûr, on n'a pas fini d'en entendre parler.